on va enchaîner, on va parler mentoring. Vous êtes votre entreprise, enfin votre cabinet, si je me trompe, c'est Catopix. Ben, vous allez nous en parler et puis nous parler en quoi le mentoring est un élément indispensable pour se avancer dans son parcours professionnel. Merci d'être avec nous, merci pour votre confiance. Je vous laisse et puis je me permettrai de revenir en fin de demi-heure pour échanger avec vous et conclure cette partie. Merci beaucoup. Merci Valentine. André Pasquier, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme après déjà toutes ces interventions. Je vais vous dire quelques mots du mentoring. Première question d'abord, combien d'entre vous connaissent le mentoring, l'ont pratiqué ou savent exactement ce que c'est, notamment par rapport au coaching par exemple. Alors j'ai créé mon activité de mentoring en 2018, donc ça fait maintenant un peu plus de 6 ans, après avoir mené une carrière dans la finance et avoir eu l'occasion de diriger des équipes tant en France qu'à l'étranger, et d'avoir été confronté donc à la vie de l'entreprise dans un grand groupe, mais aussi dans des structures plus petites, françaises et internationales. Et quand j'ai créé cette activité de mentoring, mon objectif principal, qui est toujours le même, était et est de transmettre mon expérience. Le mentor, en quoi est-il utile et en quoi peut-il vous apporter un levier, un accélérateur pour piloter votre carrière? En fait, j'aime bien dire que le mentoring, c'est l'expérience en partage. Contrairement au coaching, qui, avec des outils et des méthodes, va vous accompagner pour vous aider à atteindre un objectif précis, le mentor a une légitimité d'expérience professionnelle, une légitimité de partage. Il est là, en fait, pour vous faire profiter de ce qu'il a vécu, appris, que ce soit des succès, que ce soit des échecs, dans sa vie professionnelle. Il va vous apporter de nouvelles compétences par son écoute active, toujours en bienveillance, toujours en respect, par une écoute qui va permettre, au fil des séances, de vous révéler votre plein potentiel professionnel. Et il vous apporte des compétences parce que, au-delà des formations continues, au-delà des différents enseignements, des différents ateliers que vous pouvez poursuivre, le mentor, en partageant sa propre expérience, va vous révéler des aspects de compétences, que ce soit en vision stratégique, que ce soit en développement personnel, que ce soit en interaction, en soft skills, en interaction avec les autres dans la vie de l'entreprise, que ce soit dans la création des entreprises. Il y a plein d'exemples. Et tout à l'heure, je vais illustrer ce que je vous raconte pour vous montrer que le mentoring peut s'adapter à n'importe quel type de situation professionnelle et n'importe quelle organisation ou secteur professionnel. Donc, il apporte des compétences. Il apporte, deuxièmement, un accès à un réseau professionnel qui est le sien. Il a vécu sa vie professionnelle, il a son réseau professionnel dans différents secteurs, son secteur prioritaire bien sûr, mais plein d'autres secteurs. Et surtout, il peut vous apprendre et vous accompagner pour réaliser un networking efficace et pertinent. On parle beaucoup de la nécessité d'avoir un réseau, de développer un réseau. On parle moins souvent de la façon de le faire et de la façon de trier entre la méthodologie, comment j'accède à un réseau, comment je rencontre des gens. Une fois que je rencontre des gens, comment je suis entraîné à pitcher sur moi-même, sur mon activité, en 1 minute, en 2 minutes, pour attirer l'attention et donner envie d'interagir. Donc le mentor, en fait, il permet l'accès à son réseau et il permet aussi de vous rendre visible par les différents outils qui constituent les techniques de networking. On parle des réseaux sociaux, j'entendais la précédente intervenante parler par exemple de LinkedIn, qui est un des plus grands réseaux professionnels aujourd'hui. Mais il y a une différence fondamentale entre être visible sur LinkedIn, avoir énormément d'interactions et en tirer un bénéfice pour soi-même et au-delà de soi-même, un bénéfice qui puisse se transformer en chiffre d'affaires lorsque par exemple on a sa propre entreprise, sa propre activité. Et combien de fois j'ai vu des jeunes femmes par exemple créer leur propre activité après avoir quitté une entreprise ou un grand groupe, se lancer dans leur propre activité avec leur propre entreprise. Et combien de fois elles étaient extrêmement visibles sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux comme Instagram, mais n'en tiraient pas profit en termes de valeur prix, de valeur chiffre d'affaires
et de valeur développement d'une activité professionnelle. On peut avoir un très large réseau, mais ne pas en avoir des retombées en termes de profitabilité, il faut employer le terme, si on développe sa propre activité. Dans le networking, évidemment, c'est clé, et le mentor, il a cette capacité à vous ouvrir son réseau et à vous expliquer aussi comment il a créé son réseau, comment il l'a développé et comment il le maintient. La création d'un réseau, c'est l'entretien d'un réseau, c'est l'interaction entre j'ai un contact et je crée un contact. Ce contact, j'en attends peut-être un résultat, mais j'apporte moi-même un bénéfice à la relation et un résultat à la relation. C'est une interaction, c'est pas simplement évidemment unilatéral. Troisième point, peut-être dans l'intérêt d'un mentor et dans le recours au mentoring, c'est de pouvoir développer la confiance en soi et le leadership. J'ai dans mon activité rencontré, je trouve que je travaille principalement avec des femmes, mais j'ai souvent rencontré des personnes qui avaient des talents fantastiques, un potentiel très important, même parfois énorme, qui n'en avaient aucune conscience, soit parce qu'elles se voilaient la face, soit parce qu'elles avaient une peur d'aller puiser dans leurs propres ressources, soit parce que tout simplement elles n'étaient pas conscientes de leurs ressources. Et en fait, le fait d'avoir en permanence un accompagnement professionnel, une interaction avec un regard d'expérience, une fois encore, un regard bienveillant, un regard d'écoute, un regard qui permet d'être authentique dans les deux sens de la relation, ceci génère en fait une révélation de ce que sont ses compétences au-delà de ce qu'on peut en savoir, de son expertise, et surtout une capacité à générer une confiance en soi qu'on n'imagine pas au départ et qui peut être un moteur fantastique de développement et de pilotage de son parcours professionnel. La confiance en soi, c'est très banal. C'est malheureusement le point qui fait souvent le plus défaut à beaucoup de personnes pour des tas de raisons. C'est peut-être des raisons personnelles, des raisons de vie, des raisons d'entreprise, des raisons d'activité, mais ça se travaille. Et lorsque la confiance devient renée et devient importante, on peut vraiment franchir des montagnes et aller vers des ambitions qui sont non pas irréfléchies, mais bien réalistes, avec sa propre vision et une vision stratégique de ce qu'on a envie de faire et de ce que sont ses aspirations. Et qui dit confiance en soi, dit en fait capacité à développer un leadership. Le leadership, c'est savoir s'entourer déjà des bonnes personnes, de personnes positives, pas de personnes qui sont négatives ou critiques. C'est la capacité à être challengé, c'est la capacité à avoir une vision, à afficher une vision à long terme, une capacité à communiquer cette vision, à la faire comprendre, à la faire partager, une capacité à négocier, c'est une capacité à affirmer ses positions sans mettre les autres personnes en position difficile, donc d'avoir une empathie de relation, une empathie de conviction, tout en défendant évidemment ses propres positions. Et le leadership, il se développe aussi, et on retrouve la fonction précédente de networking, il se développe aussi en multipliant par exemple les interactions. Il y a énormément aujourd'hui de lieux et d'endroits dans lesquels on peut interagir, on peut rencontrer des personnes. Et il ne s'agit pas de rester dans son propre milieu professionnel, mais souvent, est-ce qu'il y a un problème de transmission? Et trop souvent, on a l'impression qu'on a un petit réseau parce qu'on ne prend pas en compte toutes les personnes qu'on peut contacter, avec lesquelles on peut avoir un échange ou une interaction. Le mentoring, enfin, il peut enfin vous permettre de mieux comprendre vos objectifs professionnels, vos aspirations. J'ai un exemple en tête, une jeune femme, 42 ans, qui était DRH dans une association du secteur médico-social, très bonne compétence, une histoire de compétences dans le domaine des ressources humaines, très largement expérimentée, et qui avait un mal-être dans l'association dans laquelle elle travaillait,
pour une raison d'inadéquation entre ses valeurs, ses aspirations professionnelles et le lien entre ses aspirations professionnelles et ses aspirations personnelles, et le directeur général de cette association qui était en fin de parcours et qui considérait un peu que l'association était sa chose. Donc il bypassait un peu certaines règles élémentaires de bon fonctionnement d'une association, surtout dans le secteur médico-social. Et au fil des entretiens, cette personne s'est révélée. Elle s'appelle Nadège, et elle s'est révélée sur 2 plans. D'abord, elle a libéré sa capacité à avoir confiance en elle et à chercher de nouvelles opportunités, alors qu'elle avait un frein un peu inexpliqué, mais elle avait un frein qui l'empêchait de sortir de sa zone de confort et qui, malgré son mal-être dans la relation avec son DG, ne la poussait pas vraiment à sortir de cette enceinte-là. Et puis, c'est révélé une aspiration qu'elle avait depuis longtemps, qu'elle travaillait, qu'elle préparait, qui était d'écrire, de finir d'écrire et de publier un premier roman et d'arriver à le faire publier et ensuite à le promouvoir sur un sujet qui lui tenait à cœur, qui est en lien très proche avec le handicap, car c'est un de ses thèmes d'intérêt sur la diversité et l'inclusion. Et au fil des séances, elle a trouvé la force de sortir de sa zone de confort, de mieux afficher ses aspirations, d'affirmer des ambitions qu'elle n'affirmait pas au départ, et nous avons travaillé pour la préparer à un entretien d'embauche dans une autre association beaucoup plus grande, toujours dans le secteur médico-social. La préparation de l'entretien portait plus sur elle, évidemment, que sur ses compétences. Ses compétences, elles étaient avérées, elles sont excellentes. Formation continue, expérience, etc. Donc il s'agissait là d'être capable de parler de soi et de se préparer à un entretien où la personne qui allait recruter allait vouloir savoir quelle était la personnalité de Nadège, puisque les compétences sur le CV elles apparaissaient et son parcours professionnel les montrait. Et cet entretien a été extrêmement utile car le lendemain s'est passé l'entretien, elle a été recrutée et elle s'est aperçue qu'elle avait passé un entretien sans stress, tranquille, parce que dans la préparation, on avait pu aborder des angles de vue que le mentor peut avoir parce qu'il n'a pas d'intérêt direct dans le challenge, mais il veut la réussite de la personne qui l'accompagne, et par le feedback qu'il fait, par le feedback avec respect et bienveillance, mais sans fioriture et sans faux semblant, ce feedback permet de développer une vision globale qui est une vision qui devient plus précise, plus efficace et plus facile à projeter ensuite quand on se retrouve face à d'autres personnes, notamment dans le cadre d'un entretien. Au passage, elle va publier son premier roman à la fin du mois de novembre, donc tout avance bien pour elle. Mais elle a fait un trajet qui est très intéressant entre le moment où je ne suis pas bien dans mon job, même si je suis très bonne dans ce job, je ne suis pas bien, j'arrive à sortir de cette situation, j'arrive à me projeter, j'arrive à conquérir un nouveau job et j'arrive à accepter cet échange entre feedback, intervention et autres. Donc le mentoring, il permet ça, il permet aussi une démarche proactive pour chercher des opportunités, démarche proactive qui fait que on va chercher, sans forcément changer de job, on va chercher des challenges, on va chercher à relever des défis, à prendre des missions qui ne sont pas forcément dans l'ordinaire, ou bien on va chercher aussi à développer sa boîte, à, pour le coup, changer d'activité et développer son entreprise. Je donnerai 2-3 exemples ensuite de cas que j'ai rencontrés qui peut-être illustreront un peu la différence de situation qu'on peut rencontrer lorsqu'on travaille dans le mentoring. Et enfin, le mentoring, il développe la résilience, parce que le mentor, il a connu aussi des échecs professionnels, et il est capable, dans telle ou telle situation, de montrer comment un échec peut générer un rebond, peut générer un super rebond même parfois, et des orientations et une résilience qui vont permettre de profiter de l'échec pour renforcer les succès futurs et les développer. Le mentor n'est pas celui qui dit ce qu'il faut faire, mais celui qui fait à la place de celui ou celle qui l'accompagne. Le témoignage du mentor, le partage d'expérience du mentor, il est là pour mettre en avant des situations professionnelles comparables, des vécus professionnels qui peuvent avoir un sens
pour être comparé, et surtout également un angle de vue qui n'est pas l'angle de vue ordinaire qu'on a lorsqu'on est tout seul face à soi-même ou même face à un miroir. Il apporte un angle de vue qui ressemble souvent, je prends souvent cet exemple, lorsqu'on vous présente une map monde et que vous êtes en France à un séminaire, on va vous présenter une map monde où on voit la France en très gros, et puis à l'autre bout, à l'extrême bout du slide, l'Asie, la Chine et Hong Kong en tout petit comme une aiguille. Si vous inversez la présentation, vous mettez Hong Kong en très gros au-dessus, vous voyez que la France est à l'autre bout tout petit comme une tête d'aiguille, ce simple changement d'angle de vue nous génère des commentaires, des questionnements et des réactions qu'on n'a pas l'habitude d'avoir lorsqu'on est toujours dans le même modèle et toujours dans la même perspective. C'est en ça qu'il est utile d'avoir un mentor, et il ne faut pas croire que le mentor est réservé à une élite, même si en France il est moins pratiqué encore que dans les pays anglo-saxons, hormis dans les grands groupes, il est accessible évidemment à tout le monde. Et pour trouver un mentor, il faut s'adresser à son entourage, ou chercher sur LinkedIn ou dans des associations ou dans des lieux, dans le réseautage ou de bouche à oreille, on peut avoir accès à quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc la différence fondamentale entre mentoring et coaching, c'est bien ce partage d'expérience que ne fait pas le coach, qui travaille en position dite basse pour amener un objectif. Le mentor, il est vraiment celui qui s'investit de par son expérience pour l'apporter comme valeur ajoutée au déploiement d'une richesse, au déploiement de l'objectif, au déploiement d'une inspiration. Je vous donne quelques exemples. J'ai accompagné une femme, cinquantaine d'années, médecin généraliste, totalement embourbée dans son métier, de 7h du matin à 21h, n'ayant même pas le temps de déjeuner, donc en plus ayant un régime alimentaire insatisfaisant, qui n'avait jamais quitté son cabinet de médecin, et qui s'est dit, il faut que je réagisse, je ne peux pas continuer comme ça, approchant à quelques années de la retraite, à me retrouver enfermé dans mon cabinet, et en plus un jour je devrais peut-être passer la main, et il faudra que je trouve un successeur, ce qui ne va pas être très simple, donc c'est une problématique supplémentaire. On a travaillé sur un challenge qui pouvait la sortir de cet univers, passionnant pour elle, mais enfermé. Et le challenge qu'elle a trouvé était de participer au rallye des gazelles, au Maroc, si je ne me trompe pas. Challenge à la fois physique, perte de poids, mise en forme, activité en salle de sport, etc., etc. Et puis, challenge pour monter ce projet. Monter ce projet veut dire acheter une voiture, veut dire trouver des sponsors, veut dire assurer une certaine promotion, trouver une deuxième personne, deuxième femme pour accompagner le challenge, la course. Et elle n'avait aucune idée de comment on pouvait approcher une entreprise, comment on pouvait parler à une entreprise. Donc elle se disait non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et au fil du travail, non seulement elle s'est inscrite au challenge, au rallye des gazelles, et elle l'a fait, mais elle a découvert qu'elle avait une capacité à aborder d'autres secteurs d'activité, à aborder d'autres types de métiers, à aborder d'autres milieux d'un point de vue professionnel et en s'engageant personnellement puisqu'elle demandait des sponsoring, ce qu'elle n'imaginait pas du tout au début. Donc on sort de son milieu, on sort de sa zone, et puis on peut ensuite se déployer comme ça et se développer. Nadège, je vous en ai parlé. Je peux vous parler de Catherine. Catherine, c'est une quarantaine d'années. Elle est recrutée en chasse, c'est-à-dire par l'extérieur. Elle est recrutée dans une entreprise française bien connue, une grande entreprise, qui avait, avant d'être privatisée, avait une culture fonction publique. Et quand elle arrive de l'extérieur dans cette entreprise, elle ressent une forme de rejet. On l'a recrutée pour sa compétence, pour son expertise, mais elle ressent une forme de rejet, et dans une société, dans une entreprise qui n'est pas du tout ouverte à une culture externe. Et elle se demande, in fine, s'il n'y a pas une discrimination à son égard. Au passage, c'est une femme de couleur qui se pose deux questions. Est-ce que je suis discriminée parce que je suis une femme de couleur, ou est-ce que je suis discriminée parce que j'arrive à l'extérieur, ou est-ce que je suis discriminée pour les deux raisons? Et est-ce que je suis bien discriminée, en fait? Et
à force d'échanger, on a pu comprendre quelle était la problématique de l'équipe dans laquelle elle était arrivée, qui était une équipe qui n'avait jamais connu de turnover, qui n'avait jamais connu de challenge, d'incorporer comme ça une force de travail qui venait d'ailleurs et qui apportait des solutions. Et il a fallu travailler sur l'aspect psychologique, comment je fais venant de l'extérieur et étant recruté pour des compétences données, comment je fais pour arriver à les présenter, les vendre, les introduire, les faire appliquer si on considère qu'elles sont utiles, et enfin les faire partie intégrante de l'équipe, ce qui n'était pas un simple challenge. Grâce là aussi au partage d'expérience, au travail pas à pas pour bien comprendre les contraintes, pour bien comprendre le milieu, pour bien comprendre les comportements, non seulement on a réussi à ce que l'intégration se fasse, il a fallu un peu de temps pour qu'elle se fasse, mais il se trouve que le patron de cette équipe est parti au bout de quelques mois, presque un an, et que Catherine a pu postuler et prendre la direction de l'équipe. Bon, c'était un réel succès d'inversion de courbe en fait. Au début, c'était un peu compliqué et c'est devenu une adoption en fait, grâce à l'empathie, la bienveillance et puis la transmission. Des exemples comme ça, j'en ai plein. J'ai le cas en tête d'une jeune femme qui s'appelle Émilie, qui a quitté un grand groupe, qui a créé sa start-up pour faire du conseil en organisation d'entreprise et qui, en parallèle, a créé un podcast, fabrique un podcast en interviewant des femmes qui sont des femmes marquantes dans leur activité, qui veulent bien répondre à des questions et qui veulent bien témoigner de ce qu'elles ont réussi ou de ce qu'elles ont raté pour délivrer un enseignement d'efficacité, de transmission et d'expérience à d'autres femmes. Et elle s'est lancée massivement sur les réseaux sociaux et elle a acquis une visibilité extrêmement forte, mais cette visibilité ne se traduisait pas en activité professionnelle pour sa jeune structure qu'elle venait de créer. Donc la question était comment je passe d'une très très forte visibilité sur les réseaux sociaux, elle était très demandée, elle est très demandée toujours pour animer des tables rondes, pour faire des conférences, pour expliquer comment elle s'est entourée, comment elle a développé son réseau, comment elle va développer son activité, mais sans se faire rémunérer, ce qui veut dire qu'à un moment donné, n'ayant pas de prix, la valeur de marché n'existe pas, et n'ayant pas de prix, elle est de plus en plus sollicitée, voire sursollicitée, car, sans dire qu'on profite de son intervention, c'est commode pour certaines organisations de ne pas avoir à dépenser du budget pour ce type d'intervention. Donc la question dans ce cadre-là, c'est comment je fais pour passer d'une très forte visibilité qui devient une notoriété, avec en parallèle mes podcasts qui deviennent également très regardés parce que je fais intervenir des personnes très intéressantes et percutantes, comment je fais pour transformer tout ceci en chiffre d'affaires? C'est une question qu'elle ne s'était pas posée au début parce qu'il y avait l'enthousiasme de la visibilité. C'est une question qu'elle se pose maintenant parce qu'il faut bien faire avancer sa structure, il faut bien trouver des contrats et des rémunérations pour développer son activité, et notamment l'activité cœur, qui est l'activité de consultant en organisation. Ce qui veut dire aussi au passage qu'il y a une nécessité absolue de hiérarchiser ses priorités, et pour hiérarchiser ses priorités, il faut savoir déterminer sa priorité. Je regarde rapidement le chat pour voir ce qui est indiqué. Je vois que le temps passe, il me reste à peu près 5 minutes. Est-ce qu'il y a dans l'assistance, est-ce qu'il y a des questions ou des thématiques qui vous intéressent particulièrement ou sur lesquelles vous voulez partager ? Je crois qu'il y a une question qui m'a été posée, j'en suis pas certain, mais on me demande si je suis à Paris ou ailleurs. Je suis à Paris, mais j'interviens en France, n'importe où, en Belgique et en Suisse, que ce soit en présentiel ou que ce soit à distance. Effectivement, André, il y a eu effectivement des questions sur votre localisation, d'autres aussi sur le coût d'un mentorat. Comment ça se passait en fait? Alors, le premier élément du mentorat, c'est une première rencontre, en visio, en téléphone ou en présentiel, pour bien comprendre
les questionnements, les sujets, et pour s'assurer qu'il y a un fit relationnel, une empathie partagée entre la personne que je rencontre et moi-même. C'est évidemment clé pour démarrer une relation professionnelle de ce style. Ensuite, le budget est fonction de la personne. Je vous propose un budget. Si le budget est trop important pour la personne, je l'ajuste, sachant que ça se passe en général dans des séances entre 1h et 1h30, parfois 2h, c'est plutôt 1h30 la bonne norme, et en général sur 2 séances par mois, pendant à peu près 6 ou 7 mois. Il y a des personnes qui vont plus loin et qui continuent. J'ai eu une cliente qui a travaillé pendant 2 ans avec moi. J'ai eu des clients qui ont travaillé pendant 4 mois simplement avec moi. Donc c'est très variable et c'est vraiment adapté à chaque profil et à chaque cas. Il n'y a pas de normes conventionnelles. C'est très intéressant. En tout cas, on comprend forcément un petit peu mieux ce que c'est le mentoring aujourd'hui, sachant qu'on connaît un peu plus son cousin, le coach, mais le mentor est peut-être moins connu, alors que c'est une ressource probablement plus individuelle encore ou plus personnalisée et qui n'apporte pas les mêmes objectifs que le coaching. Donc, merci de nous avoir apporté tous ces éclairages et nous faire découvrir ce type d'accompagnement dans le cadre d'une réflexion ou d'un changement. En tout cas, vos exemples étaient assez intéressants, assez édifiants. Voilà, je vois qu'il y a eu pas mal de réactions, aussi d'interactions entre nos participantes qui, selon les régions, s'échangent des adresses, c'est ce qui est très bien. C'était vraiment très intéressant. Merci André. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot de la fin. Non, simplement dire que si l'une d'entre les participantes souhaite me contacter, je pense que par votre intermédiaire, elles ont accès à mon mail, mon téléphone ou sur LinkedIn. Exactement. Voilà. Je le redis, alors vous avez également bien sûr le LinkedIn qui est toujours accessible à tout le monde. Tout le monde, je pense, a un profil LinkedIn aujourd'hui. Mais nous envoyons une newsletter, un mail à toutes les participantes inscrites à cette masterclass d'ici la fin de la journée avec tous les contacts des intervenants. Donc, vous pourrez, mesdames, vous pourrez contacter André dès aujourd'hui si vous souhaitez explorer cette piste du mentoring. Eh bien, merci. Merci à Merci beaucoup.